recevoir pour les légendaires fans pour la Japan Expo. De rien, ça veut dire. Donc on va commencer tout d'abord avec la première question. D'où vous est venue l'idée de créer les légendaires, de créer l'histoire, les décors, les noms de personnages? Alors le concept même de la BD des légendaires, donc cette histoire de héros d'Heroic Fantasy qui redeviennent enfants et qui cherchent un moyen dans ce processus, faut savoir que je l'ai presque fait par défaut, on va dire, par dépit même je dirais, cette BD-là, parce que au départ, lorsque j'ai commencé à démarcher les éditeurs pour être publié tout simplement, les premiers projets que j'ai proposés n'avaient rien à voir avec des légendaires. C'était plutôt des BD assez gore, assez trash, plutôt pour un public adulte, même si j'ai même averti. Et c'est parce que tous ces projets-là de BD adultes ont été refusés que je me suis orienté vers le secteur jeunesse. Mais un secteur que je ne connaissais absolument pas et auquel je ne me prédestinais pas du tout. Donc en fin de compte, légendaire, c'est quelque chose que j'ai fait en attendant d'avoir une meilleure idée. Donc lorsque j'ai envoyé les 10 premières pages des légendaires à la maison d'édition Delcourt, je ne savais même pas ce qu'allait se passer au-delà des 10 premières pages. Pourquoi? Parce que c'était pas quelque chose que j'avais l'intention de signer. C'était juste voilà, en attendant d'avoir trouvé une autre idée de série, j'envoie ça. On ne pourra pas dire que je n'aurais pas essayé le secteur jeunesse, quoi. Et ça a pris, à ma grande surprise, la sauce a pris. Du coup, je me suis retrouvé à signer pour une série que je n'avais pas l'intention de faire. Et là, du coup, j'ai dû aller à tâtons, et sur les 3 tomes suivants, j'étais encore à tâtons. J'ai mis beaucoup de tomes à cerner l'univers que j'avais complètement improvisé. J'avais pas pensé ça en termes de série dans ma tête. Donc du coup, tout ce qui a pu se créer dedans, les décors, les personnages, tout a été presque improvisé à chaque fois au fur et à mesure que j'avançais dans la série. Il n'y a qu'une fois que la série a commencé à prendre un certain essor, à partir du tome 4-5, que je me suis rendu compte que je tenais quelque chose finalement qui n'était pas si mal, et que j'ai vraiment développé les choses. Alors après, le choix des personnages eux-mêmes, comment je les ai créés, il y a des influences diverses, mais qui viennent essentiellement des séries animées des années 80. Griff, par exemple, est largement inspiré de la série Cosmo Cats, qui était une série américaine des années 80, avec des personnages pareils, mi-lions, mi-fauves, mi-humaines. Voilà, Jadina a été très inspiré du personnage de Nadia ou Le Secret de Bleu, encore on a un autre animé des années 80. D'Anaël, je me suis inspiré de la saga des jeux Final Fantasy. Chacun d'eux a des influences diverses, mais qui viennent grosso modo toutes de la Japanimation ou du manga des années 80. Voilà. Après, les noms, les monstres et tout ça, les influences sont un peu plus diverses, parce que ça peut être le dernier Star Wars qui m'aura influencé, comme ça aurait pu être Harry Potter, ou autre média que j'aurais vu, voilà. Donc, vous pouvez bien aussi faire des clins d'œil. Voilà. Alors voilà, les clins d'œil c'est autre chose. Après, les clins d'œil c'est des éléments qui ne sont pas importants pour l'histoire, mais que je mets pour m'amuser, soit pour dire j'aime bien cette série et je le montre, soit c'est un jeu qui finalement c'est devenu un jeu avec les fans, c'est essayer de trouver les petits clins d'œil et ce genre de choses, quoi. C'est presque devenu plus un jeu finalement, parce que moi les références qui me plaisaient, ça y est, je les ai mises, j'aurais plus besoin spécialement d'en mettre, mais j'en mets de temps en temps, ou Nadou on met en tout cas, je crois que dans le tome de Jadina, Nadou a mis plus de 50 clins d'œil divers dans tout l'album. On peut retrouver la liste après des clins d'œil. Oui, sur le site otakia.com, référence tous les clins d'œil. Ouais. Même dans le dernier, là, le tome 3... il y en a beaucoup moins, mais il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns. Princesse Disney, par exemple. Les princesses Disney, alors, il y a une petite anecdote sur la scène des princesses Disney. Ouais. C'est que c'est une idée de Nadou, dans la scène que j'avais crayonnée lorsque je lui ai envoyé. C'était pas du tout les filles Disney, c'était des filles de joie, entre guillemets, qui étaient là, mais j'avais pas l'idée d'en faire des princesses Disney. C'est elle qui l'a fait, sauf que c'était beaucoup plus hot dans sa version. Je veux dire, rhabiller un peu, on va avoir des problèmes là. Donc voilà, donc, et en plus elles avaient vraiment mis dans leur tenue Disney, mais en plus chaud, on va dire ça. Donc je dis, on va quand même un peu changer les vêtements, même si ça va passer, pas trop de problème avec Disney, quoi, voilà. Puis il paraît aussi que Nadou vous a dessiné, elle et vous. Tous les deux, ouais, on est dans le public, alors pour nous repérer. Le problème c'est que voilà, lorsqu'elle nous a dessiné et qu'elle m'a envoyé le fichier, moi les fichiers quand je les reçois ils sont en haute résolution, donc la page est comme ça, donc je nous voyais très bien. C'est vrai que dans l'album, si je savais pas où on était, voilà, c'est dans le public qui regarde le combat de Samael contre Calabru. Voilà, faut nous trouver. Donc du coup cette
cette année, on fête les 10 ans des légendaires. Et oui. Avez-vous, est-ce que vous avez pensé un jour que vous arriveriez à un tel succès? Bah, comme je disais, j'imaginais pas déjà faire la suite des 10 pages que j'ai envoyées aux éditions Delcourt. Alors, je pensais déjà pas en termes de série, alors vous pensez bien que je pensais encore moins en termes de succès. Quand j'ai signé pour les légendaires, ce que je me disais c'est, bon, je vais faire les légendaires quelques années, et puis dès que je peux, je replace mes anciens projets si je peux auprès de l'éditeur. Et en fin de compte, j'ai commencé à aimer les légendaires en le faisant, donc c'est bizarre, j'étais le dernier à croire en ma propre série. Donc quand les premiers signes de succès sont arrivés, dans les termes de chiffre de vente, ou l'affluence des gens dans les fils de dédicaces, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, vu que je ne l'avais pas envisagé, j'ai franchement été le premier surpris de ce succès-là. Alors maintenant, on va dire que je me suis fait, parce que voilà, au bout d'un moment, on peut être un peu réaliste, mais c'est certain que ça dépasse constamment, parce qu'on se dit à un moment, à chaque année, avec les éditions Delcourt, on se dit, bon, ça va s'arrêter là, ouais. Voilà, c'est déjà vachement bien, et non, chaque année, il y a plus de choses, donc ça, je sais que j'ai du succès. La surprise constante, c'est que ça progresse chaque année, quoi. Vous aviez déjà prévu d'arrêter la série au tome 12 à la base, je crois aussi. Voilà, la première conclusion de la série, telle que je l'avais envisagée, ça devait se dérouler donc au tome 12, donc à la fin du cycle d'Anatos. Mais on a très vite réalisé avec mon éditeur que c'était un peu tuer le poule aux œufs d'or, parce que ça commençait à vraiment bien marcher, ouais. Et pour ne pas cacher, je commençais à bien en vivre aussi. Je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne idée d'arrêter tout de suite, on va trouver un système pour continuer la série. Donc j'ai inventé cette histoire de second cycle plus mature, dans lequel j'avais plus sombre, là, dans lequel j'avais plus d'opportunités scénaristiques, parce que je m'étais trop limité dans ce que je pouvais faire dans la première partie de la série, pour rien finalement, parce qu'en finalement les jeunes sont tout à fait capables d'absorber quelque chose de plus dur en termes d'histoire. Et c'était quand même assez plus violent que ce qu'on est habitué. Ah mais complètement, c'était une cassure, mais je la voulais cette cassure, hein, parce que je voulais que ça marque les esprits, genre, attendez, ce qui va vous arriver, vous avez jamais vu ça, quoi. Et alors, ça a été presque au-delà de mes expériences, la cassure, parce que le choc a été réel pour les fans, mais certains l'ont beaucoup moins bien pris que d'autres, quoi. Donc je dirais que tout n'a pas été super agréable à vivre à cette période, parce que je m'en suis pris plein la gueule, dans tous les sens du terme. Donc maintenant ça va, la temps l'a dépassé, et je suis fier et content d'avoir pris cette décision, parce que je trouve que la série est devenue beaucoup plus intéressante depuis qu'on sait que les personnages ne sont pas invincibles, et surtout qu'ils peuvent nous quitter à tout moment. Voilà, ça les rend d'autant plus attachants, je pense. Le dernier tome des légendaires origines vient de sortir mercredi dernier. Donc ça parle du passé de Griffe, qui est, comme on peut le voir, c'est pas un passé super joyeux par rapport à celui de... à part peut-être celui de Razia, c'est vraiment, je pense, le tome le plus sombre de la saga, quoi. Donc, pas une enfance facile. Voilà. Mais Razia en sait déjà plus, donc il y aura moins de choc, on va dire. C'est aussi consacré à son enfance. Voilà, on a su plus sur son passé dans ce tome-là. Donc c'est vrai que je pense que le tome de Razia, je n'ai pas encore défini de quoi ça va parler, mais je vais essayer de trouver des choses, ne pas montrer finalement ce qu'on a déjà vu, et plus me concentrer sur d'autres aspects de sa jeunesse qui ne sont pas du tout évoqués, quoi. Du coup, dans la vidéo, on fait la rencontre du personnage de Samael, qui est au début très proche de Griffe, un bon ami. Et on voit que dans la deuxième partie du film, il est passé un peu du poteau. C'est ça, c'est ça. Comment il en est arrivé là? Comment il en est arrivé là, ça, j'invite les lecteurs à le découvrir en le lisant. Mais le choix d'avoir créé ce personnage, sincèrement, je pense que c'est vraiment le gros plus de cet homme. C'est que je pourrais presque dire que Samael est le héros de la première moitié du bouquin. Parce que c'est lui qui encaisse, c'est lui qui veille sur Viv. Viv, c'est le grand frère protecteur qu'on peut imaginer. Mais voilà, vous connaissez un peu mon sens du drame et de la tragédie. Il ne pouvait pas rester tel quel, gentil et protecteur, parce que soit je le tuais, il fallait expliquer une raison au fait qu'on ne le voit pas dans la série principale. Donc le choix d'en faire le négatif de Griffe, entre guillemets, quoi, il devient sa némésis. Je trouvais ça très intéressant,
surtout qu'on part sur une histoire d'amitié très, très forte dans la première moitié du tome. Donc Samael, pour moi, est la véritable révolution de ce tome, plus que de montrer le parcours de Griff, quoi. Voilà, Nadeau et moi, on est super fiers de ce personnage. Après, pourquoi l'avoir fait voilà, tourner bad guy, entre guillemets, ben, c'est voilà, pour la tragédie de l'histoire, quoi. Et ils deviennent des frères ennemis, quoi. Ouais. Et du coup, à la fin, on se rend compte, enfin, c'est surprenant concernant Samael, on va pas le dire, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, pardon. Est-ce que justement, on va le revoir? Alors, il n'était pas prévu qu'on le revoie, mais c'est vrai que du coup, pour une fois que je ne tue pas quelqu'un à la fin du bouquin, entre guillemets, ça ouvre des portes. Si je le montre dans les tomes à venir, je ne l'ai pas envisagé pour l'instant, mais c'est pas impossible. Il faudra aussi que j'explique pourquoi on n'a jamais plus entendu parler de lui depuis. Donc c'est à moi de trouver la bonne combinaison scénaristique pour le faire venir. Après, quelle importance il aurait si je le faisais revenir, ça franchement, aucune idée. Et après, en ce qui concerne l'asiatisme, la nouvelle ombre noire de ouais, voilà. Donc on va la voir. On la verra. Alors, je n'ai pas défini tous les rouages encore du tome de chimie, mais normalement, oui, on est censé la voir. Et cette fois-ci en tant qu'ombre noire. Mais non plus en tant que monstre comme dans le tome de Griff. Après, l'importance que je lui accorderai ou pas, c'est pas défini, ça va être. Ce qui dirige mes actes, c'est le nombre de pages. Moi, j'ai envie de raconter plein de choses. Ce qui me pénalise à chaque fois, c'est que j'ai que 46 pages pour le raconter. Donc, il faut souvent que je sacrifie des scènes que je voulais faire. Donc, est-ce que parmi les scènes qui seront sacrifiées, il y en a qui concerneront des asiatistes, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, je ne sais pas. Tant que je n'aurai pas fait les crayonnés, tant que je n'aurai pas commencé les crayonnés du tome de chimie, je ne saurais pas quelle importance je vais pouvoir donner à l'asiatisme, parce que ce sera en fonction des éléments primordiaux que j'aurais dû montrer en premier lieu. Est-ce qu'on peut la revoir peut-être dans la série principale? Je pense pas. Non, peu probable. D'accord. Non. Donc du coup, dans la série principale, le tome 17 va sortir bientôt, le 22 octobre. 22 octobre, il y a encore quelques mois. Ouais. Voilà. Donc du coup, on va partir sur un diptyque tome 17-18 sur la fameuse calandre voilà. qu'on a rencontrée depuis. En fait, ce qui est dommage finalement, c'est qu'il va y avoir les explications de ce qu'est Calandre et de ce qu'elle veut avant que la série origine soit finie. Donc on aurait mieux coordonné les choses, parce que l'un des principaux atouts de ce personnage, c'est son mystère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est et qu'est-ce qu'elle cherche. Donc ça renforce sa position dans la série origine, tous ces mystères. Mais finalement, on va avoir sa conclusion dans la série principale avant que la série origine soit finie. Donc du coup, elle n'aura plus aucun mystère dans les derniers tomes origines, parce que voilà, on sait exactement pourquoi elle fait tout ça. Voilà. Donc voilà l'année de Noël, je te laisse continuer, je ne sais pas si la question est finie, je ne sais pas. Oui, donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce tome sur Calandre et les Alors sur le tome 17, on va commencer à dévoiler un peu le mystère de Calandre, mais franchement pas dans son entièreté. C'est vraiment le tome 18. On va dire que dans le tome 17, je vais dévoiler 20% de son mystère. Non, son visage, je vais le dévoiler entièrement. Hein. Ouais. Sur le site, j'en ai dévoilé qu'un petit bout pour faire le buzz. Mais non, on va voir son visage entièrement dans le tome 17 à plusieurs reprises et très tôt dans le tome. Hein. Ce ne sera pas le cliffhanger de la fin du tome. Par contre, ses intentions et ses origines ne sont dévoilées que par bride, et encore c'est ce qu'elle veut bien dévoiler. Donc pas forcément faire confiance à ce qu'elle dit dans le tome 17. Voilà. Mais par contre le tome 18, là oui, là c'est toute la lumière sera faite sur son personnage. Il y aura tellement de choses à raconter sur elle, encore une fois, que ça va être dur de tout faire tenir. Mais le tome 18 sera donc la conclusion du diptyque, sera une claque visuelle et scénaristique, comme a priori je n'ai pas encore fait dans la série. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du tome 17 en quelques mots, en général? Alors, le tome 17, c'est pas, je ne m'attends pas par exemple à ce qu'il fasse l'unanimité, le tome 17, parce qu'il est vraiment une introduction au tome 18. J'entends par là que les scènes les plus marquantes, il y en a quelques-unes dans le tome 17, mais je les réserve pour le grand final. Donc le tome 17, il est là pour introduire le retour de Danaël, ce qui n'est pas rien déjà,
Donc, pas mal de scènes avec Danaël, avec un Danaël un peu étrange et mystérieux, même si ça ne se voit pas dès le départ. Faire connaissance avec le groupe des Dynamis, donc sa nouvelle équipe, commandée par Calandre, et l'introduction d'un autre personnage que j'ai dévoilé il y a quelques temps sur le site, qui est Artemus del Conquistador, qu'on évoquera dans un petit moment, je crois. Voilà, donc c'est surtout une introduction à des nouveaux personnages et au retour de Danaël, le tome 17, et voir comment tout le monde réagit un peu à ces retrouvailles. Et avec Calandre aussi, parce que les légendaires, du coup, on retrouve Calandre, qu'ils avaient brièvement, entre guillemets, aperçu dans le cycle d'Anatos. Donc voilà, c'est un peu genre, on met les forces en présence et on voit ce qui se passe. Donc j'ai essayé au maximum de mettre de l'humour, parce que c'est un élément que j'ai de plus en plus de mal à placer dans la série, et pourtant je sais qu'elle en fait partie, c'est une part intégrante de légendaire, l'humour. Mais comme je sais que je vais pouvoir en mettre très peu dans le tome 18, voilà, je me suis franchement concentré à mettre autant que je pouvais dans le tome 17, voilà, pour donner une ambiance un peu plus légère. Justement sur le tome 18, je suppose que vous avez déjà réfléchi à l'histoire, au titre. Ouais, j'ai réfléchi au titre, j'ai réfléchi à l'histoire. Encore une fois, je ne sais pas ce que je vais pouvoir garder à cause du nombre de pages qui m'est imposé. Le titre, je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Je vais le dévoiler plutôt au moment de la sortie du tome, donc ce sera plutôt vers le mois d'octobre que je dévoilerai le... Mais il y aura toute une symbolique, hein, le titre du tome 18. Hein, ça va bien annoncer la couleur, je veux dire. Voilà, quand les gens vont voir le titre, les gens vont se regarder. C'est quoi, tu comprends comme moi. Voilà. Voilà, donc le titre, voilà, il va faire son petit effet déjà, je pense, hein, au moment de l'annonce. Donc voilà, et l'histoire, oui, je l'ai programmée, j'ai plein de scènes en tête, dans quel ordre je vais les placer, lesquelles je vais mettre en priorité si je dois en couper, voilà. Toutes les questions se posent encore à ce moment-là. Du coup, vous avez parlé du nouveau légendaire, Artemus del Conquistador. Pourquoi vous avez créé... Sador, il n'y a pas de Sador. C'est un jeu de mots. El Conquistador. Alors pourquoi vous avez créé un légendaire avec tous les défauts du monde? Alors avant de répondre à pourquoi, moi il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir quand j'ai dévoilé ce personnage-là sur le web. Je guettais les réactions, évidemment sur le forum sur le livre d'or, c'est que j'étais ravi de voir à quel point il était détesté d'avance, parce que c'était le but. C'était le but. J'avais pas envie, ouais, il a l'air super, vivement qu'on le voit. Non, ça aurait été la catastrophe. Parce que voilà, je voulais absolument pas qu'on ait hâte de le voir. Je voulais que les gens soient presque révoltés qu'ils rejoignent un jour les légendaires. Donc, à ce sens, pour l'instant, j'ai super réussi mon coup, parce que c'est le but recherché. Et comme tu l'as dit, il est bourré de défauts. C'est le boulet de l'équipe. C'est plus qu'un boulet, il n'a rien à faire dans l'équipe, quoi. C'est à se demander comment il va devenir un joueur légendaire, quoi. Il n'a pas sa place, quoi. Il n'est pas méchant pour autant, hein. C'est pas le méchant caché de l'intrigue, hein, absolument pas. Hein. C'est un loser, de genre, voilà. C'est un écrivain raté, même s'il pense être le meilleur écrivain du monde, déjà. Mais voilà, c'est un personnage qui n'a absolument aucune qualité qu'on pourrait demander à un personnage qui rejoindrait l'équipe. Il est égocentrique, il est cupide, il est lâche, il est manipulateur, il est asocial, antipathique, enfin voilà. J'ai bien dressé le portrait, pas franchement mignon non plus. Donc voilà, franchement, rien pour lui. Et pourtant, il va jouer un rôle majeur dans le tome 17, moyennement encore. 18, il va sacrément s'imposer. Et autant dire que la série World Without, qui sera le dernier cycle de la série, tournera autour de lui. D'accord. Donc, j'entends des cris déjà à cette annonce, mais faites-moi confiance, je vais vous faire un truc démentiel avec ce personnage. D'accord. Voilà, il a rien à y faire, et pourtant ce qu'il va faire est absolument dément. D'accord. Pourquoi vous mettez autant de piment dans les coupes de la série? Par exemple, parce que je fais pas du shoujo déjà. Donc voilà, je veux dire, mon but dans la vie n'est pas de réunir tous les couples de la série et de faire en sorte qu'ils vivent. Oui, mais s'y accroche, et tant mieux, Mais quel est le couple? Question.
du coup c'est moi la note. D'accord, Les 3 couples. Razia, Chimie, Télébris, Télébris, Razia, excusez-moi, Chimie, Chimie, Griffe, Danel, Jadina. Quel est le couple le moins intéressant pour l'instant? Honnêtement, moi je dirais Razia, Télébris. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il leur arrive rien. Voilà, ils sont en couple. Ceux que Chimie ont souffert. Voilà. Donc du coup, il n'est pas intéressant. Voilà, les couples intéressants sont ceux qui traversent des épreuves. Vous avez documenté? Oui. Bien. Voilà, brutalement, mais voilà, je mets du piment. Non, mais voilà, j'aime les happy end, hein, j'aime les couples heureux, il y a beaucoup d'enfants, tout ça. Mais c'est franchement ennuyeux dans une saga d'aventure dans laquelle il y a censé avoir des rebondissements, des retournements de situation. C'est pas parce que je les déteste, au contraire. Moi, je trouve que les personnages, je les aime encore mieux s'ils ont subi des épreuves, quoi. S'ils ont souffert, on a plus d'empathie pour eux et on espère que ça va s'améliorer. Du coup, voilà, on est plus attaché à eux. Voilà, les couples sont plus intéressants si tout n'est pas rose. Voilà. Et donc voilà, j'adopte cette doctrine au couple phare de ma série, quoi. Si je fais souffrir mes personnages, c'est justement parce que je les aime bien. Voilà, c'est bête à dire, mais ceux à qui n'arrive rien de grave, vous pouvez être sûr que c'est des personnages qui m'ennuient. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Donc du coup, vous avez dévoilé récemment le titre de la dernière partie de la série, donc Les Légendaires ou World Without. Pourquoi ce titre? Parce que certains fans ont vu quand même un choc quand vous avez annoncé que ce serait la dernière aventure des Légendaires, mais sans eux. Ouais. Alors après, il reste à savoir quel est le plus grand choc, que ce soit la fin des Légendaires ou que ce soit sans eux. Voilà. Alors quand on dit sans eux, vous pensez bien qu'ils vont quand même ils vont avoir une certaine importance dans l'histoire, on va dire. Mais ça fait très longtemps que je me demandais comment conclure la série, parce qu'au départ, donc, la première conclusion devait être le cycle d'Anatos. Et dans la première version du cycle d'Anatos, celle qui devait être la conclusion, normalement, Thanatos devait être le dieu qui avait créé la pierre de Jovenia, et du coup, en tuant Thanatos, ça brisait l'effet de la pierre de Jovenia, et tout le monde redevenait adulte. Sauf que dans cette version-là, Danel et Jadina mouraient en tuant Thanatos. Donc, un sacrifice pour que tout le monde vive, pour que tout le monde retrouve son apparence. Donc, comme vous le savez, j'ai continué la série, j'ai changé la fin du cycle d'Anatos pour que ce soit une fin ouverte. Et du coup, j'ai continué la série, mais pendant plusieurs années, je me suis dit, mince, je tenais quand même une fin assez grandiose. Je peux pas faire une fin en dessous du cycle d'Anatos, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une histoire encore plus forte que celle du cycle d'Anatos, mais je voulais pas non plus tomber dans la surenchère. Je voulais pas faire, puisqu'ils ont affronté un dieu dans le 12, là on va leur faire affronter une armée de dieux. Non, voilà, je peux pas aller faire ça, quoi. Au bout d'un moment, ça tient plus la route. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver de mieux qu'un dieu démoniaque dans lequel c'est incarné Danaël et qui est le méchant ultime, quand même. Donc voilà, j'ai mis très longtemps avant de trouver le concept et l'idée de ce qui sera la dernière histoire de la série. Mais sincèrement, je sais que je le tiens avec l'histoire World Without, parce que ça va faire tomber tout le monde sur le cul. Et on part sur quelque chose de tellement nouveau et rafraîchissant que ça ne sera pas le cas, mais ça pourrait être presque le début d'une nouvelle série, carrément. Et pas seulement la conclusion de la série actuelle, c'est vraiment à part. Sans dévoiler l'intrigue, des gens qui ne connaissent pas la série pourraient presque commencer la série par World Without. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point je vais trancher entre guillemets entre les deux parties. Après l'intrigue, je ne peux pas la dévoiler, c'est beaucoup trop tôt, c'est quelque chose qui arrivera que dans 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans. Donc voilà, ce que je peux dévoiler, c'est ce que j'ai déjà dévoilé finalement via le site des officiels légendaires, c'est le fait que parmi les héros, ceux qui seront au cœur de l'aventure des légendaires World Without, se trouvera un enfant d'un légendaire. Voilà. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je peux dévoiler sans trop spoiler sur l'intrigue. Vous avez quand même une communauté de fans assez présente. Très active. Très active, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est génial, génial. Non mais c'est génial, ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que l'interview qu'on fait actuellement et l'opération des 10 ans de la série qui va se faire avec un concours et différentes choses, ça a été ni à mon initiative, ni à celle des éditions Delcourt. En fait, quand vous nous mâchez le travail, on n'a plus de com à faire, quoi, vous en chargez pour nous. Quoi. Donc voilà, donc c'est génial pour ça, parce que du coup, la communauté, l'univers des légendaires, vit indépendamment des décisions que Delcourt et moi on pourrait prendre. Quoi. Donc ça peut être du fan art, ça peut être du cosplay, j'en ai vu quelques-uns, il est magnifique. Durant le festival, ça va être des concours organisés, alors ça va être de la fanfiction, du RPG, alors ça je ne me suis pas trop attardé sur la partie forum parce que je n'ai pas le temps, je ne parcours que quelques rubriques sur le forum officiel, mais voilà, quoi, je veux dire, on a, c'est du point en moins pour nous parce que vous vous chargez de notre boulot, quoi, entre guillemets, qui est de faire en sorte qu'entre deux albums, il y ait toujours quelque chose qui se passe autour de l'univers légendaire pour que les gens soient patients, qu'ils aient quelque chose, voilà, tout simplement, qui profitent de cet univers-là entre deux albums. Donc la communauté des fans, voilà, elle est vraiment géniale pour ça, quoi. Et j'y interviens en général le moins possible parce que, voilà, vous n'avez pas besoin d'un chaperon, quoi. C'est pas moi de vous dire comment vivre votre passion et tout ça. Donc c'est que du bon. Voilà, là où ça peut être moins bon, c'est ce qui s'était un peu passé avec le forum précédent, voilà, la première ère, entre guillemets, où à un moment donné, il y a eu du pétage de câbles à tout va parmi les membres, et voire même certains administrateurs, peut-être, je ne sais pas, parce que moi, à un moment donné, je me suis un peu éloigné de tout ça. Mais voilà, après, entre gens passionnés, la passion peut des fois déborder. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai maintenant, des fois, quelques petites appréhensions sur certaines choses, parce que je sais que pour beaucoup de mes fans, les légendaires, c'est plus qu'une simple BD. Ça pourrait me remplir de fierté, mais des fois, ça me remplit un peu de crainte, parce que je lis souvent des messages sur les livres d'or, ou des commentaires de gens que je croise en dédicace, qui me disent à quel point la BD a eu de l'importance, ou on a même encore dans leur vie. Genre, je sais pas, moi, j'ai eu un cancer pendant 3 ans, si j'avais pas eu votre BD, j'aurais jamais tenu le coup, des trucs comme ça. Quand vous entendez ce genre de phrase, ça me fait plaisir, parce qu'on se dit, ben, je suis content de t'avoir aidé, mais waouh, ça me fout un sacré poids, une certaine responsabilité. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément, qui des fois peuvent vous dépasser, et puis vous ne savez pas comment réagir devant. Mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose de génial. Voilà.